Encore quelques mots sur la Côte d'Ivoire où c'est les violences communautaires des 15 et 16 mai dernier ont fait un bilan finalement de 11 morts et non 10 comme évoqué dans le précédent bilan. Alors Dominique, on le disait, c'est surtout les réseaux sociaux encore qui sont à l'origine avec les fake news. Alors comment on arrête ça? Parce que le phénomène, je me rappelle encore qu'au niveau de l'Inde, on avait commencé des réflexions puisque là-bas aussi ça va très vite où on peut accuser quelqu'un de sorcellerie, tout de suite on lynche la personne. Comment on arrête ça? C'est compliqué, c'est justement les inconvénients de la modernité, la technologie. Nous voulons avancer. Oui, ça nous permet peut-être tout à l'heure de communiquer, de véhiculer, d'informer les gens. Mais les gens utilisent aussi d'une manière malveillante en voulant nuire à autrui ou en voulant nuire à une communauté. Et ça, il faudrait que les gens puissent faire attention à cet effet. Parce que je me rappelle, lors des manifestations, j'arrive chez un ami, il me sort des images de cadavres qu'on a tués les gens et on a déversé dans une fosse commune au niveau d'Adapamé. Et j'ai dit, mais ça sort d'où? Et dit, cette image-là, ça doit être des images de la Somalie et autres là. Bon, voilà comment même les politiques l'utilisent à des fins politiques. Et vous vous rappelez même, Achadam l'avait utilisé le 19 août, quand il avait lancé le soir, on avait fait circuler une vidéo qui montrait les militaires en train de rosser des individus. C'est Achadam qui a fait? Non, mais c'est ça, parce qu'il a fait ça dans son message. Il a fait ça dans son message. Il a dit, vous-même vous avez vu sur les réseaux sociaux les images qui sont... Il a dit. Oh, c'était au Cameroun que ces images ont été tournées. Donc, vous savez, vous voyez la nuisance de ces fake news et l'utilisation vraiment dangereuse de ces fake news et que vraiment, il faut que les populations puissent faire attention. Lorsque ça vient, il faut prendre soin surtout sur le Facebook, là, c'est la catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, au niveau même de la campagne européenne, il y a de ces fake news. On a raconté une histoire hier, j'ai rigolé. On dit, on a vu Macron saluer des ouvriers et après tout prendre son mouchoir pour nettoyer. Alors qu'en réalité, il avait pris un poisson dans l'eau et il s'est nettoyé. Et donc on a pris l'image là, on a couplé avec la salutation. Et quand tu vas dire, ben dis donc, mais il se moque de ses ouvriers, il vient de les saluer et puis il va nettoyer sa main. Tu vois, c'est ça la nuisance et la dangerosité de ces instruments de communication dont nous en avons besoin. Bizarrement. Pour moi, la Côte d'Ivoire... C'est possible de contrôler ça. Il faut des lois, pour contrôler la diffusion de ces informations. Oui, non, je crois que le Togo, il me semble qu'il y a une loi sur le... Il y a une loi. Bon, qu'est-ce que ça... Maintenant, entre la loi et l'application... Il y a un grand fossé. Bon, maintenant, moi, ce qui m'intrigue pour la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire sortie des années de guerre et que deux mandats d'Alassane Ouattara, on aurait pensé que la réconciliation, les Ivoiriens se parlent davantage mieux et que à travers ces 10 ans, on puisse une fois de bon clôturer, fermer la page de ces périodes sombres de la Côte d'Ivoire. Mais quand ça brûle encore comme ça et que on sait que c'est précisément pendant les élections, enfin, c'est suite aux élections présidentielles que la crise même s'est aggravée. Alors, et qu'encore en face, bientôt, il y a encore une élection présidentielle qui se pointe à l'horizon. Il y a des craintes. Oui, mais bien sûr, il y a des craintes. Et surtout que c'est les ethnies des deux qui étaient ensemble avant et qui ne sont plus ensemble. Le danger, c'est là. Là, ce n'est pas l'ethnie de Laurent Gbagbo. Ils étaient ensemble pour battre Laurent Gbagbo. Ce n'est pas ça. Lui qui est bêté. Tu vois. Bon, donc, ça va être très compliqué pour la Côte d'Ivoire. On ne le souhaite pas. Mais est-ce que c'est pas quand même... C'est vrai, on assiste à ça dans plusieurs pays africains, de bâtir une politique sur des relents ethniques. Oui. C'est-à-dire, quand on parle de tel leader, on dit ça, c'est telle ethnie. Et justement, c'est ça ça enlève le fondement de la nation. Quand c'est comme ça, quand c'est sur des relents politiques, donc on ne parle plus de la nation. Parce que là, c'est des trucs sectaires. Disons, c'est des considérations sectaires. Bon, donc, jusqu'à quand nous allons avoir
nation, où les gens, il y a la possibilité de vivre ensemble, quelles que soient les ethnies, quelle que soit notre appartenance. Donc, c'est ça. Donc, il faut tendre vers des pays-nations. Enfin, c'est ça, des États-nations. Des États-nations. Ça ne vient pas. Et que finalement, c'est des violences communautaires. Il n'y a aucun pays en Afrique qui soit épargné. En tout cas, aucun pays africain n'est épargné de ces violences communautaires qui tuent, qui font toujours des morts. Oui, c'est parce que les politiques axent leur popularité sur leur ethnie d'abord. Ouais. C'est comme tu es un grand leader d'une ethnie, on dit mais tiens, pourquoi toi tu es du parti de l'autre? Mais alors que ton frère est un grand leader, il est populaire, et puis au lieu d'être avec lui. Voilà des raisonnements c'est un peu compliqué et que au niveau en Afrique ce n'est pas aussi facile que ça. Par exemple, lorsque nous prenons le Ghana voisin, le NDC est beaucoup plus calqué sur le voltarisme et le NPP au niveau des Ashanti. Et à chaque fois, c'est toujours la même situation. Les uns accusent les autres d'avoir triché dans leur zone, les autres accusent les uns d'avoir triché. Et voilà la situation. Donc c'est un peu compliqué si l'Afrique doit évoluer toujours sur ses bases ethniques. On doit plutôt s'intéresser au programme des candidats. Qu'est-ce que ce candidat promet faire? Qu'est-ce que je trouve dans son programme? Qu'est-ce qui me concerne? Qu'est-ce que je veux gagner dans son programme? Ailleurs, c'est ça. En France, c'est plutôt, tu vas voir quelqu'un dire oui, bon, dans le programme de tel, j'ai vu qu'il a parlé de ci, il a parlé de ça. C'est comme ça aujourd'hui aux États-Unis. La suprématie blanche se retrouve dans la politique de Donald Trump. Et il dit non, que tout ce que, alors que nous, à travers le monde entier, nous sommes en train de décrier sa politique, qu'il est ça, mais eux, ils se retrouvent. Bon, voilà comment au moins si on est là-bas. Une analyse des programmes objectifs. Mais ça aussi, ça a des relents racistes également. Parce que il joue beaucoup plus sur les blancs, pour les blancs, que sur la communauté américaine. Make America great. Make America great. Donc, on comprend déjà que lui, c'est pas que de l'Amérique. D'accord. On va passer au second sujet, c'est l'Algérie. Une présidentielle le 4 juillet est-elle encore possible? Le pouvoir algérien s'accroche à la présidentielle prévue le 4 juillet pour sortir de la crise, mais critiqué de toutes parts, sans candidat crédible déclaré et sans électeurs annoncés, sa tenue apparaît de plus en plus incertaine. Après la démission le 2 avril sous la pression populaire du président Abdelaziz Bouteflika, chef de l'État durant 2 décennies, l'Algérie est entrée dans une phase de transition qui a porté Abdelkader Ben Salah à la tête de la transition pour 90 jours. Voilà pourquoi la date du scrutin a été fixée au 4 juillet prochain. Mais pour le mouvement de contestation, il est hors de question que le pouvoir intérimaire, le reste de l'appareil hérité du président déchu, organise ou supervise le scrutin alors que de forts soupçons de fraude ont entaché toutes les élections durant 2 décennies. Pasteur Edo, voilà aussi l'un des problèmes. On a chassé Bouteflika. Il y a le général Gaïd Salah qui dit qu'il faut respecter les délais constitutionnels. Mais sous Bouteflika, on a toujours dit que les élections n'ont jamais été transparentes. Ce n'était pas Bouteflika qui a jamais dirigé la CENI. Il y a eu des gens derrière lui qui organisaient, dont Ben Salah. Et lui gagnait. Oui. Pourquoi cela? Pourquoi on en arrive à de telles situations en Algérie? C'est parce que quand on gouverne sans alternance, quand on veut gouverner sans alternance, on veut toujours s'accrocher. Voilà les résultats. Bouteflika, en principe, aurait pu quitter le pouvoir depuis, à travers des élections libres, crédibles et démocratiques. Quelqu'un aurait pris le pouvoir et aujourd'hui, on ne va pas assister à ce que... Est-ce que l'Algérie, c'est un pays encore gouverné? Dites-nous si l'Algérie est gouvernée. Pendant combien de temps maintenant, est-ce que l'Algérie est un pays encore... Bien gouverné. Très bien gouverné. Est-ce que l'Algérie est gouvernée? Les gens perçoivent leur salaire. Non, mais écoute, je dis, avec tous les mouvements partout, est-ce que les mouvements... C'est les vendredis, hein? Non, je dis oui. C'est seulement les vendredis. Dominique, oui. L'Algérie, les gens ont beaucoup c'est un week-end, le début du week-end dans les pays arabes. Mais quand même, il y a une crise, reconnaissons qu'il y a une crise profonde en Algérie. Il y a une crise profonde en Algérie. Oui, d'accord. Oui, ça tout le monde sait. Oui. Mais ce qui se passe là, ça ne nous honore pas. Ouais. Et on ne doit pas prendre cet exemple-là comme un exemple acquis au continent.
Je dis, c'est parce que Bouteflika voulait tout s'accrocher au pouvoir et s'entourer que de sa proche de famille. Et voilà ce que nous sommes en train de faire. Donc, les élections le 4 juillet, ça c'est la quoi? C'est de la connerie, c'est de bêtises, ce qu'on est en train de vouloir faire. Même si on parle de délai, même si on parle de... On ne pourra rien. On ne pourra rien. Quel candidat? Il y a combien de candidats là? En tout cas, jusque-là, il y a trois petits partis qui sont allés retirer la fiche de candidature. Oui. Qui n'ont pas dit qu'ils vont être candidats, mais ont retiré la fiche quand même. Et le délai de dépôt de candidature déjà expiré? C'est demain, normalement. La date limite, c'est le 24 mai. Mais jusque-là même, l'instance... On nous annonce déjà le dimanche dernier, on nous annonce déjà que c'est le dimanche. Non, d'après ce que moi j'ai devant moi, c'est le 24 mai. Il n'y a pas de candidat annoncé, il n'y a rien. La commission qui doit organiser le scrutin n'est pas mise en place. Le 4 juillet, c'est combien de temps? Il y a les magistrats qui sont en train de bouder, c'est eux qui... En fait, ils sont concernés, supervisent. Même les maires qui jouent un grand rôle. Mais au niveau des maires, je crois que ce n'est pas trop grave parce que c'est certains maires proches de l'opposition qui ont dit non, mais la plupart des maires sont en place, ils peuvent le faire, mais c'est au niveau des magistrats que ça cause problème. Maintenant, c'est que s'il n'y a pas de candidat, et si à la fin tu vois quelqu'un déposer sa candidat, on peut organiser les élections, il va gagner. Moi, je crois que l'opposition est en train de faire une grosse erreur. Le peuple, c'est dans les urnes et non dans la rue. Lorsque vous avez demandé le départ de... Juste parce que ceux qui veulent organiser les élections, c'est eux leur problème. C'est leur problème. Il est parti et les tests ont prévu comment organiser la démission. Après la démission du président, comment l'organiser? Mais attends, ce n'est pas une histoire de... Maintenant, si il se réveille, un bombardier dit, bon, nous partons. Là, que deviendra? Mais ils n'ont qu'à partir. Et que deviendra? Ils n'ont qu'à partir. Mais c'est ça aussi. Quand il faut être réaliste. Ils veulent partir, ils n'ont qu'à partir. Le peuple réclame leur départ, ils n'ont qu'à partir. Ils vont partir, et puis ce peuple-là, ces gars dans la rue vont se retrouver. Ils vont diriger le pays. Un parti politique en Algérie actuellement peut dire le peuple c'est dans les urnes, allons dans les urnes, parce que n'oubliez pas, il y a une pression de la rue. Oui, mais que le politique est obligé de calculer. Oui, mais justement, c'est en cela que je dis, si on est un vrai démocrate, mais l'occasion pour eux d'aller soit de demander certaines conditions de transparence des élections et d'aller vers le peuple au fond des urnes. Puisque c'est là-bas qu'on parce que c'est facile. Je dis qu'ils prennent langue avec les dirigeants, ils puissent revoir le système d'organisation des élections et aller tirer leur légitimité des urnes. Mais vous voyez ce qui se passe au Soudan, où les contestataires, au lieu d'aller chercher leur légitimité dans les urnes, ils disent non, qu'on leur consacre 4 ans, comme ça, un mandat entier. Parce qu'ils savent que s'ils allaient justement dans ces urnes, ils ne vont pas s'en sortir. Ils ne seront pas élus. Ah, mais s'ils ne seront pas élus. Mais attends, et alors pourquoi ils refusent? Pourquoi ils refusent? En dehors des... Vous savez, nous ne laissons pas embobiner par... C'est la réalité. C'est aussi une réalité que de voir la rue. La famille de El Béchir revenir encore au pouvoir. On ne parle pas de sa famille, mais on parle des acteurs politiques. Non, je parle des acteurs politiques. En Algérie, il y a les acteurs politiques. Il y a les partis politiques. Ils ont des partis politiques. Donc, ils peuvent, à cette démission, normalement, se mettre en idée que nous devons respecter les tests de la République. On s'accroche au pouvoir jusqu'à ce que c'est le peuple qui vous chasse. Vous restez au pouvoir jusqu'à ce que l'alternance, c'est parce qu'il n'y a pas eu l'alternance. Mais les Béninois ont eu une alternance. Non, je ne veux pas. Il y a eu combien de mois l'alternance? Non, je dis oui. Mais c'est l'alternance, ça. C'est l'alternance qui est la solution à tout. Je dis le Parti républicain fait 40 ans au pouvoir. Si tu ne sais pas, je t'en informe. Je ne sais pas. Le Premier ministre a fait l'alternance. Et il a bâti le pays. Donc, ne faites pas croire que c'est l'alternance qui fait croire que c'est ça la solution. Et c'est ça les Béninois sont en train de vivre. Ils sont en train de vivre l'alternance. C'est tout voisin. Un pays voisin. Oui, mais c'est une alternance. Les Béninois, justement, ils vont encore sanctionner. Ils sont en train de pleurer. Ceux qui en on va revenir à l'Algérie. Ceux qui gouvernent. Parce qu'il va organiser ces élections. Je dis il va organiser ces élections, il va les gagner. Il a empêché
les autres partis de postuler pour les législatives, non? Même s'il y a des conséquences, s'il y a des conséquences, c'est normal pour eux, ils sont en train de même ils nous ont dit, on préfère encore le Togo. Non, comment les Béninois vont préférer le Togo? Pourquoi? Parce qu'elle va demander au niveau du FLN, le parti de Abdelaziz Bouteflika, on est favorable à un léger glissement du calendrier. Même le RND, qui est l'allié du FNL, propose qu'on glisse de 3 à 6 mois parce que tout le monde sait que techniquement, actuellement, le 4 juillet n'est pas tenable. C'est qu'il faut, en fait. Oui, mais moi redire que il faut seulement revoir la date parce que les cadres, non. Vous savez, ceux qui sont là et qui veulent organiser les élections en respectant les délais constitutionnels n'inspirent pas confiance. N'inspire pas confiance. Le peuple est dans la rue parce que ceux-là qui sont là n'inspirent pas confiance. Et quand on organise les élections, on craint fort qu'il y a des magouilles, qu'il y a des trucs, et qu'on leur proclame encore quelqu'un que le peuple algérien ne portera pas dans ce qu'on n'aura pas porté le choix sur ce dernier. Et c'est ça le problème. Donc, voilà des propositions qui sont faites. Mais est-ce que ça règle en prolongeant le délai jusqu'à 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois, est-ce que ça règle la situation? Ben c'est ça. C'est le point d'interrogation. Est-ce qu'au niveau du FNL, même, on n'a pas de difficultés? Ils en ont assez. Parce que Ben Salah, on sait, il ne peut pas être candidat. La Constitution lui interdit. Le général Gaïd Salah dit qu'il n'a aucune ambition politique. Mais en dehors il y a d'autres cadres. C'est un grand parti. N'oublions pas que Bouteflika, on est allé le chercher en Suisse pour venir faire de lui le président de la République. Et puis je voudrais qu'on fasse très attention avec la situation algérienne ou la situation des pays arabes. Vous allez voir ces gens dans la rue, derrière, c'est les islamistes qui sont là et qui poussent. Et au finish, c'est eux. Mais qui a fait? Si eux, ils veulent. C'est Bouteflika qui ne voulait pas quitter le pouvoir. Si les islamistes arrivent, c'est Bouteflika qui ne veut pas. Quand ils avaient gagné en 99, Bouteflika n'était pas encore président. En 92. Le fils. Quand le fils avait gagné, Bouteflika n'était pas président. Oui, mais justement, il a fallu. Et le pays est plongé. Et s'est retrouvé dans une guerre civile. Et les islamistes tuaient des gens comme des coqs. C'est pourquoi je dis, dans ces pays arabes, il faut toujours faire attention. En Égypte, on croit que c'est le peuple. Au bout du rouleau, c'est des islamistes. Et il fallait revenir. Tuer encore des Égyptiens. Ce qui se passe en Égypte aussi, c'est une maintenant, au niveau de l'Algérie, il faut bien sûr, ne soyons pas dans le féru du peuple. C'est un vocal qui n'a pas dit, dont il faut, tout le monde se sert. Non, oui. Même, je crois que le général Gaïd Salah a dit aussi que lui, il est aussi du peuple. Donc tout le monde est du peuple en ce moment. Mais il est du peuple. Quand on est du peuple, il faut s'intéresser aux intérêts du peuple. On ne le voit pas ça. Vous allez voir qu'au niveau des du peuple, ils réagissent ça ne sert à rien. Très timidement. Parce que justement, ils savent que si ça n'a pas fait, ces manifestants derrière eux, c'est un groupe organisé des islamistes qui veulent pousser et sauter sur le pouvoir et mettre ce pays encore à feu et à sang, comme l'histoire, comme nous l'avons connu, puisqu'à l'époque, on a suivi ce qui se passait en Algérie. Il ne faut pas les islamistes peuvent tout un quartier et égorger tout le monde. En Égypte, on en a vu. C'est une réalité. C'est une réalité. Ou bien c'est aussi pour ramener un dictateur. J'ai l'impression que mon ami là, il ne maîtrise pas vraiment la situation dans les pays. Pour ramener un dictateur, non, mais je suis. Mais je suis bien. En Égypte, tu crois que c'est faux? Non, mais écoutez. Mohamed Morsi, quand il est venu, c'est que il a commencé par tisser des réseaux djihadistes islamiques. Et les Occidentaux ont vu en lui un danger public parce qu'il avait été... À côté, il y a Israël. Ce n'est pas un exemple. Et qui a signé un accord de paix. La géopolitique m'oblige vraiment la zone. Ce que tu es en train de dire. Maintenant, c'est une réalité. On n'est pas en train de. Donc, ils étaient obligés. On est liés chefs d'État. Et puis, est-ce que ça se fait chez eux? Tu peux me laisser expliquer. Vas-y. Tu vois que quand là-bas, ça s'est passé, tout le monde disait, ouais, le peuple dans la rue, le peuple. D'accord. Et les Occidentaux, c'est les mêmes, je crois, sous la présidence de Barack Obama, son premier mandat. Surtout les démocrates, ils montrent toujours à cette ambition du peuple. Et ils ont dit, toi aussi, il faut dégager, parce que le peuple est dans la rue. Or, ils n'avaient pas vu les islamistes très actifs en amont. Et finalement, qu'est-ce qu'on découvre? Les islamistes apparaissent. Et les mêmes occidentaux se disent, parce que les États-Unis financent, je crois, plus de 2,5 milliards de dollars
dans ce pays pour leur armement. Mais ils ne vont pas laisser leur armement tomber dans les mains des islamistes. Et c'est ça qui a amené ces mêmes occidentaux à pousser les militaires, Al-Sisi, à prendre le pouvoir dans le sang. Parce que Al-Sisi n'est pas venu aussi facilement, mais ils ont tué chaque jour des milliers de personnes, mais personne n'a levé le petit doigt pour condamner cela. On lui déroule toujours le tapis rouge partout. Il vient tuer, il vient décimer les gens. Je dis, attends, le djihadisme aussi, c'est une réalité, ce n'est pas une chimère. Je dis oui. Ils sont également très actifs. Chaque jour, vous voyez les victimes qu'ils font dans ce pays. C'est plus que djihadiste. Al-Sisi, mais parce que djihadiste. Je crois que mon ami, il est dans le ferry de... Tu mélanges tout ça. Pourquoi en Algérie, moi, il faut faire très attention. Il faut faire une lecture. C'est pourquoi les Occidentaux voient le chef d'état-major, mais il dit... Continue. Ils sont derrière lui pour éviter de pousser le pays dans les mains. Si nous voulons barrer la route aux djihadistes, il faut gouverner selon les principes fondamentaux. Non. Le djihadiste connaît quoi? Non, je dis oui. Non, parce que le terrorisme. Le terrorisme, vous voulez parler c'est-à-dire des alternances, tout ça là. C'est ça qui les amène aussi au pouvoir. Ils sont venus par les urnes. Et s'ils ne viennent pas les urnes, où est le problème s'ils ne viennent pas les urnes? Les gens ont voté pour eux. Qu'est-ce qu'ils font? Non. On a voté pour eux. Les islamistes. Bien sûr. Après, ce qu'ils font après, voilà. Un défenseur de droits de l'homme qui veut voir les islamistes au pouvoir, couper les mains des gens, les femmes en tchador, et les peuples adultères, on le souhaite dans la rue. Pour un défenseur de droits de l'homme, tu ne peux jamais souhaiter qu'un islamiste les élections, non, leur méthode, c'est des méthodes vraiment inadmissibles. Tu as vu ce que l'État islamiste a... Est-ce qu'il sait ce que l'État islamiste a fait à Raqqa? Je veux que les élections soient libres. Ce n'est pas une histoire de société. Il y a ça, oui, mais il y a aussi la réalité. Il y a la réalité quand le peuple élit. Donc si le peuple se trompe, est-ce que bien tu ne crois pas? Le peuple ne se trompe pas? C'est le peuple. Ah, ok. Mais c'est ça le peuple. Et c'est justement moi en tant que défenseur de droits de l'homme, les islamistes peuvent prendre le pouvoir, on peut. Si les islamistes veulent prendre le pouvoir par les armes, par les armes, d'accord, on peut molester. Quand c'est pas les violer les droits de l'homme, l'essentiel c'est le peuple qui a choisi. Ça paraît paradoxal, mais c'est ça la réalité pour moi. Mais non, mais justement, mais... Les gens qui ont... Est-ce que le peuple sait ce qu'il y a? Aujourd'hui, ceux qui prennent les armes, ceux qui s'adonnent au djihadisme, la plupart des temps, on voit que c'est des jeunes, des gens qui sont désœuvrés la plupart des temps. Pas forcément. Bien sûr. Mais quand même, de riches. Non, mais quand même, qui ont frappé à Sri Lanka, c'est les enfants de riches. Oui, pas un enfant de riches. Mais quand même, il faut savoir que les gens sont frustrés. Il y a plupart ceux qui sont frustrés. Ce n'est pas forcément. Oui, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on mette sur ça? Parce que tout le monde est frustré. Moi-même, je suis frustré, mais je ne prends pas les armes. Pourquoi tu ne veux pas qu'on dise ça? Toi-même, tu es frustré. Tu es allé prendre. Non, je dis, non, je n'en ai pas besoin, mais quand les gens le font... Tu vas prendre une bombe pour aller te faire exploser je n'en ai pas besoin. Certaines de personnes, je dis, je n'en ai pas besoin. 70 vierges. Pourquoi tu ne veux pas qu'on dise au paradis? Pourquoi tu ne veux pas qu'on dise cette réalité? Quelle réalité? Si on revenait à l'Algérie, parler des élections. Maintenant, c'est en cela que mon ami puisse comprendre que... Non, je comprends bien. Il y a la réalité. Je comprends bien. Que l'on refuse. Oui. Je dis bien de faire très attention. Quand vous prenez le cas en Tunisie, heureusement que là-bas, les gens ont vite fait de comprendre parce que c'était le El Nada qui avait capté le pouvoir pratiquement, qui était majorité. Mais leur méthode, alors les gens disent non, mais ce n'est pas ce que nous voulons. C'est pour te dire que parfois, et surtout ces islamistes, quand je prends le cas égyptien, avant que Mohamed Morsi ne vienne au pouvoir, tu sais ce qu'ils font? Mais ils distribuent un peu de viande, un peu de sucre, un sac de riz. Mais voilà! Et les gens sont très bien, ils sont très bons. Alors qu'ils ont le plan macabre derrière. Ils sont très bons parce que les gens sont pauvres. Ils sont très bons parce que les gens sont pauvres. Je suis d'accord. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas seulement la pauvreté qui fait le terreau du terrorisme. Oui, il y a parfois des intellos, des gens riches qui le prennent par plaisir, ils veulent aller se donner au djihadisme. Parce qu'ils ont mordu à la mission de ce qu'ils véhiculent de leur idéologie. Comme idéologie. Ils tombent dedans. Donc c'est pourquoi je dis, laissons cette histoire de dire, le peuple. En Algérie, surtout moi dans les pays arabes, il faut toujours faire très attention. Parce qu'au bout du fil, vous allez voir, c'est un groupe organisé des islamistes qui sont en train de pousser ces gens et finalement...
Au final, c'est eux qu'on va retrouver et tout le monde va commencer par tenir la tête que c'est pas eux qu'on voulait, c'est pas eux qu'on voulait, alors que c'est eux, ils sont là. Et là, c'est le pays risque encore. Le pays déjà avait connu une situation similaire. Je ne donne pas ma caution aux djihadistes, mais je dis quand vous organisez les élections librement, un peuple choisit. Les gens... Le peuple se trompe. Aujourd'hui, les Béninois disent qu'ils se sont trompés. Donc, on peut dire que les Américains sont trompés en l'élisant, par exemple. Lui, il a un très bon bilan économique. Hein. Mais oui, mais s'il a un très bon bilan économique. Donc, quand le peuple se trompe, quand le peuple élit, vous dites, OK, peuple, vous êtes trompé. On vous ramène quelqu'un d'autre. Vous savez que Hitler a été élu démocratiquement? Oh, bien sûr. Alors, tu ne vas pas me dire que le peuple peut se tromper? Et il est venu mondial. On va comprendre que le peuple peut également se tromper. C'est ce que les Béninois. Une salve d'applaudissements mercredi au Parlement sud-africain. C'est sans...